Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, chers représentants des établissements civils décorés de la Croix de guerre, chers invités militaires et civils, nous sommes heureux de vous accueillir à notre première table ronde consacrée aux grandes écoles civiles. Alors j'y représente aussi les anciens ingénieurs civils des mines de Paris, ce qui explique l'image que vous allez voir de notre très beau musée de minéralogie donnant sur le Luxembourg, à l'hôtel de Vendôme, que je vous invite à visiter, au 60 boulevard Saint-Michel. Alors le projet de cette journée ne date pas d'hier. Lors du centenaire de la victoire de 1918, organisé aux Invalides par l'Association nationale Croix de guerre et valeurs militaires, nous avions initié un travail de mémoire sur les grandes écoles civiles décorées. Et nous avons depuis, au rythme d'un article par trimestre, dans notre revue, abordé chacune des 14 grandes écoles civiles titulaires de la ou des croix de guerre 14-18, 39-45, TOE, Théâtre d'opérations extérieures. Croix de guerre avec palme, citation à l'ordre de l'armée. Nous souhaitons maintenant faire mieux connaître le passé de ces écoles, et puisque nous sommes accueillis, et fort bien accueillis, par l'Institut national du service public, je rappelle que plusieurs de ces écoles, les mines, les ponts et chaussées, l'école coloniale, l'Institut agronomique, l'école normale, ont elles-mêmes formé ou forment de nombreux membres des corps de l'État. Certaines sont écoles d'application pour les polytechniciens, les normaliens ou d'autres écoles. Et nos 14 articles ont été remis à tous les participants. Alors de quelles écoles parlons-nous ? Il faut bien montrer la liste. Donc on a commencé, c'est l'ordre de parution dans la revue, par les arts et métiers, l'école spéciale des travaux publics, l'école centrale, Supélec, qui depuis se sont réunis, ensuite l'école des mines, l'école normale supérieure, les écoles d'agriculture ou d'agronomie, les ponts et chaussées, l'école des chartes, les beaux-arts, Ginette, le lycée Sainte-Geneviève de Versailles, les écoles vétérinaires, l'école coloniale, l'ENFOM et HEC. Voilà les 14 noms. Alors bien que non historien, je les ai écrits par relation personnelle et familiale avec les arts et métiers, Supélec, Centrale, les mines, les ponts et Polytechnique. Cette dernière ne figure pas parmi les écoles civiles, mais a donné lieu à un 15e article. 15e article, début d'une nouvelle série en cours sur les écoles militaires décorées. Alors je côtoie une centaine d'anciens de ces écoles civiles à l'Académie des technologies que nous avions créée en 2000 en liaison avec l'Académie des sciences, avec la devise « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé ». Alors j'ai été passionné par mes découvertes, parfois improbables, et nous allons évoquer ces écoles, toutes présentes dans l'auditoire, en commençant par notre panel de représentants de 4 de ces écoles et de leurs anciens. Albin Cantalupo, délégué général de l'association Begazar, association qui est membre de l'Association nationale des croix de guerre et de valeurs militaires. Bon, Madame Boubenicek, directrice de l'école des chartes, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et elle a demandé au professeur Bertrand Joly, chartiste, bien sûr, historien du 19e et début du 20e siècle, si j'ai bien compris, de parler en son nom de l'École nationale des chartes, qui est elle-même membre de l'Association des croix de guerre et valeurs militaires. Jean-Luc Barlet, vice-président de Centrale Supélec, des anciens de Centrale Supélec, qui est aussi une association membre de l'Association nationale croix de guerre et valeurs militaires. Et enfin, Jacques Monet, président de l'Association des anciens du lycée Sainte-Geneviève de Versailles, qu'on appelle aussi Ginette,
association qui deviendra sûrement membre de l'Association nationale des croix de guerre et valeurs militaires. Jean-François Dubos, donc chef de département au service historique de la Défense, interviendra en cours de séance, bien sûr, à son initiative, et nous consacrerons ensuite le reste de la matinée à des interventions venant d'autres écoles ou à des échanges avec l'auditoire, à la recherche d'avis pour une nouvelle étape de notre travail de mémoire. Alors les alumni, c'est comme ça qu'on appelle les anciens élèves des associations de nos écoles croix de guerre, sont actuellement environ au nombre de 300 000, avec leur plus gros bataillon ou escadron chez les Gazards, Centrale Supélec, Agro, Ginette, HEC, les Beaux-Arts, les Mines. Et les 14 écoles, souvent très anciennes, ont formé depuis 1800, parfois même avant, une bonne partie des ingénieurs, scientifiques, industriels, administrateurs, artistes des 2 siècles écoulés. Alors nous n'allons pas faire de comptabilité comparative de leurs monuments aux morts. Nous indiquerons simplement que ces écoles et leurs anciens, lors des célébrations annuelles des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, ou la Résistance, se souviennent de leurs 7000 morts pour la France et du nombre encore plus grand, bien sûr, de leurs blessés des 2 guerres mondiales. Alors certains combattants peuvent être cités sur 2 monuments, par exemple en ayant effectué leur préparation à Ginette et ensuite en ayant intégré l'école des Ponts. Alors 9 écoles ont reçu 2 croix de guerre avec palme et 5 ont reçu l'une d'entre elles, toutes complétées ensuite par la Légion d'honneur. Alors nous savons que d'autres écoles, du fait de leur taille moins importante ou visible, n'ont pas été décorées en tant que telles, mais ont également souffert et perdu beaucoup de leurs élèves et des anciens décorés. Certaines de ces remarquables, moins grandes écoles ont donné lieu à des articles antérieurs dans notre revue qui seront évoqués dans la 2e table ronde. L'université ne fut pas non plus épargnée, comme en témoigne la croix de guerre 14-18 de l'université de Nancy, qui donne lieu à l'article qui va sortir ce mois-ci. Ajoutons que ces grandes écoles ont actuellement des relations étroites avec l'université et contribuent fortement à la recherche française. Alors, la lecture impressionnante de leurs livres blancs et de leurs citations reflète l'image du sacrifice des Français lors des conflits mondiaux du XXe siècle et dans la Résistance, poursuivis par la suite par certains en Indochine, en Algérie et dans les OPEX. Ayant, par expérience familiale, débuté la série par les écoles d'ingénieurs, j'ai été heureux de découvrir ensuite, également totalement engagé, l'école des Beaux-Arts, l'école des Chartes, l'école normale supérieure, les écoles vétérinaires et l'école coloniale, l'ENFOM, dont l'INSP a repris la mémoire et même les locaux qui nous accueillent aujourd'hui. Alors parmi nos grands et respectés anciens, je salue un ancien de cette école coloniale dont la dernière promotion fut celle de 1958 et qui retrouve aujourd'hui les locaux de ses études. J'ai noté avec plaisir les importantes composantes régionales dans 6 régions pour les Gazards, Châlons, Angers, Aix, Cluny, Lille, Bordeaux, à Lille, Rennes et Metz pour Centrale Supélec, à Saint-Étienne, Nancy, Fontainebleau pour les mines, à Montpellier, Rennes, Nancy, Alger pour l'agro, à Lyon, Toulouse, Nantes pour l'école vétérinaire, ainsi que les implantations en Île-de-France, ainsi que Cachan, Alfort, Grignon, Marne-la-Vallée, Gif-sur-Yvette, Versailles, et les nombreuses ouvertures et coopérations internationales. Nous sommes donc très heureux d'accueillir tous les anciens, ainsi que des plus jeunes, marquant leur intérêt pour le passé de leur école. Les croix de guerre s'ajoutent à celles individuelles des combattants, et elles sont dues à l'implication des écoles et de leurs enseignants dans les programmes, la préparation, la motivation, souvent l'action directe dans la guerre, des cours de fortification à l'école des Ponts, les directions d'arsenaux,
organisation de la récupération du cuivre des obus, déjà l'économie circulaire chez les centraliens, réalisation d'armements, conception de projectiles, usinage des obus de 75 chez les Gazars, centre de soutien à la résistance à Cachan, innovation et astuces comme ces promotions artificiellement gonflées à HEC pour éviter à certains le STO ou pour héberger des Saint-Cyriens en 39-45. Encore récemment, je dirais dans mon temps, certaines de ces écoles rendaient l'instruction militaire obligatoire, par exemple à Centrale, aux mines et à l'ENS. D'autres écoles, souvent d'origine militaire, maintiennent tradition et uniforme. Nous retrouverons à l'école des Chartes la mission culturelle et patrimoniale et à l'école normale supérieure un engagement patriotique suivant celui de Charles Péguy en 1914. Dans d'autres écoles, c'est la formation d'ingénieurs qui orienta naturellement une partie des élèves et anciens vers les armes techniques ou le soutien direct aux armements. Ferdinand Dossy, mineur, inventa un système de repérage des batteries ennemies par analyse du son. Georges Painvin, un autre mineur, développa la cryptologie. Gustave Auguste Ferrier, à Supélec, développa la radiotélégraphie. Albert Cacot, ingénieur des ponts, aérostier, améliora les dirigeables. Louis Breguet, ingénieur Supélec, fit beaucoup pour la modernisation de l'aviation. J'ai la chance d'avoir eu deux célèbres professeurs de mathématiques, vétérans de 14-18, l'un mineur, Paul Lévy, dans la défense aérienne, et l'autre normalien, Gaston Julia, gazé et gueule cassée, sous-lieutenant d'infanterie au chemin des Dames. Alors le cas de Sainte-Geneviève n'est pas celui d'une grande école, mais il est représentatif de l'esprit des prépas, certaines, certes civiles, mais ayant avec succès préparé longtemps à Saint-Cyr, à l'Ix, Naval ou l'école coloniale, ce qui explique l'importance de son monument aux morts, dépassant 2000 morts pour la France. Un débat n'a jamais été tranché. Valait-il mieux envoyer les élites à la guerre ou les garder à l'écart du front pour préparer les innovations techniques pour la victoire? Ainsi, l'école mathématique française de l'école normale fut plus que décimée sur le front en 1914-1918, au point d'entraîner un retard réel du pays par la suite en mathématiques, retard qui a été rattrapé. Mais les apports des ingénieurs restés aux arrières comptèrent également beaucoup dans la victoire. Nous avons aussi remarqué, selon les écoles, des affectations se faisant soit vers l'infanterie et la cavalerie, soit vers les armes savantes, par exemple l'artillerie pour les centraliens ou le génie pour les ponts, s'avérant plus ou moins périlleuse. J'ai noté cette différence entre, par exemple, les mines de Saint-Étienne, orientées vers l'infanterie, et les mines de Paris, plutôt vers les armes savantes. En général, ces anciens des grandes écoles ont servi en tant qu'officiers, sous-officiers, même mitrailleurs, majoritairement dans l'armée de terre. Les premières interventions de notre table ronde ne dépasseront pas la première heure, donc chacun sait qu'il doit s'en tenir, disons, aux 12 minutes que nous avons indiquées, et je serai un peu responsable de l'horaire, et afin que d'autres anciens et que nos invités, ainsi que M. Jean-François Dubos, bien sûr, puissent ensuite échanger avec nous depuis l'auditorium. Et nous devons donc clôturer avant 12h30 en prévision d'une intervention éventuelle. Alors, les 4 interventions d'école vont pouvoir commencer. Et je vais donc d'abord passer la parole à Albin Cantalupo, représentant la grande famille des Gazars, dont j'ai fait partie par mon père Gazar, également Gazardex comme Albin, et sur fond, cette fois, d'images de la remise de la Croix de guerre par le maréchal Joffre à l'École des Arts et Métiers à Paris. Je vous remercie.